presque. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, bienvenue pour cette visio. Après le CM, je vais lancer le PowerPoint. Et bienvenue aux parents aussi qui la regardent plus tard, cette vidéo. Donc, comme vous disiez, Madame Vuraler, il est important pour nous de vous informer de façon assez en amont du tremplin que peut constituer le cycle 3 vers le collège. Alors, vous le savez déjà, mais on va vous montrer un peu plus la cuisine interne de comment est-ce que, pour faire comprendre comment est-ce qu'on accompagne les élèves sur le chemin du collège dès le CM1 en réalité, puisque le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Alors, toujours dans la bienveillance, mais avec évidemment des bases qui sont solides, des acquisitions qui sont plus exigeantes, qu'on va leur donner. Et en même temps, on va essayer de leur faire passer le cap en douceur de ce manteau de collégien qu'on va commencer tout doucement à leur mettre, afin qu'ils puissent être au collège en situation de grande réussite académique et aussi de confort. Donc ça, c'est vraiment l'objectif chez nous du CM. On a la chance d'avoir un CM1, CM2, 6e. On les a mis d'ailleurs, pour des raisons évidentes maintenant, je pense que vous le comprenez, au même étage, pour pouvoir aussi favoriser, les habituer. Et il va être beaucoup question de ce que disait Mme Vuraler, d'autonomie, d'envol vers l'autonomie, au travers de ce que l'on va développer. Donc, on a une expertise, évidemment, qui est la nôtre. Je pense qu'à présent, vous en avez l'habitude, j'espère que vous le savez, qui est construite depuis le CP jusqu'à la 3e. Donc, moi, je vais faire un focus avec mes collègues à partir du CM, mais bien évidemment, ce sont des choses qui sont pensées depuis le CM, avec la même bienveillance. On va toujours accompagner chacun, au cycle 3 jusqu'à la 6e et ensuite. Toujours nos effectifs réduits, toujours la confiance en soi et apprendre. Ça, c'est très important en fonction de chaque élève, des potentialités de chaque élève. Et on va muscler l'exigence dans l'acquisition du socle qui sera plus solide. C'est un up qu'on se prend quand on est en CM1, comme on l'a vécu en CM en 4e, je parle de vous et nous, et puis comme aussi, j'imagine, vous l'avez vécu en seconde, il y a des classes charnières comme ça, où on passe un peu plus à la conceptualisation, à l'abstraction, avec des méthodologies un petit peu plus exigeantes, et donc ça commence en CM1. Et donc ce gap, on essaie de l'accompagner, de le faire passer en souplesse, mais de leur donner quand même tout ce qu'il faut pour être en capacité de réussir par la suite. Et si je tire le fil jusqu'après la 3e, le but, c'est que vos enfants soient vraiment en capacité d'être en situation de réussite, rigoureux, autonome, structuré. Je me permets de faire une pause dans mon propos. Je crois qu'il y a un micro ouvert, si ça pouvait être éteint, parce qu'on entend un petit fond qui bouge. Voilà, ce serait adorable. Merci beaucoup. Donc, j'avance dans l'ancrage quotidien. Il y a vraiment 3 temps dans cette présentation. Et à la fin de l'exposé, vous pourrez évidemment nous poser toutes vos questions. Le premier temps, c'est vraiment l'ancrage quotidien. En gros, quel est le cadre de travail de mon enfant? Comment est fait l'emploi du temps pour pouvoir justement aboutir et arriver à cette expertise qu'on construit pour eux et à cette acquisition du socle et de bien plus. Ensuite, il y aura un temps plus consacré à la pédagogie. OK, il y a un ancrage quotidien, temporel, spatial, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les amener vers la réussite? Et enfin, le dernier temps sera plus consacré à qu'est-ce que fait un enfant y fait après sa 3e, où est-ce qu'il est orienté, dans quel lycée ils vont, etc., etc. Donc ça sera fait en bout de chaîne et vous aurez comme ça la cohérence de notre programme. Alors revenons pour commencer dans l'ancrage quotidien. C'est un ancrage que vous connaissez forcément puisque vous êtes en CM1 ou en CM2. Donc là, j'ai mis un rappel pour les CM2, mais c'est aussi un rappel pour les CM1 puisque finalement, à part une petite chose dont on va parler, c'est exactement la même chose en CM2 en termes d'emploi du temps que ce qui se passe en CM1. Le but, je vous l'ai dit, et c'est vraiment le fil rouge, les préparer à mettre petit à petit leur manteau de collégien. Ça passe par un emploi du temps qui est celui que vous voyez, avec plusieurs professeurs d'ailleurs qui s'occupent des élèves, on en reparle après, et notamment un qui apparaît en CM2, qui n'était pas en CM1, qui est en histoire et géographie. Vous voyez, cette année, c'était positionné le jeudi en début d'après-midi, donc ce n'est pas forcément le cas chaque année, mais en tout cas, il y aura ce temps d'histoire et géographie, et qui est fait par le professeur d'histoire géo du collège. Ça permet de commencer dès le CM2 à travailler des méthodologies qui sont celles de l'explication de texte, la rédaction, les croquis, qui sont des choses transverses avec d'autres matières, la SVT, le français bien évidemment, et qui va pouvoir rentrer de plein pied avec ce qu'ils font en 6e clairement, avec un professeur qui va après, en général, qui les récupère en 6e. En tout cas, c'est une méthodologie qu'on donne. Le bilinguisme reste évidemment en CM2 pour les parents CM1, ça vous le savez, vous avez l'habitude.
là, j'ai remis un emploi du temps pour que les parents de CM1 qui assistent à la visio puissent voir qu'en fait, ça fonctionne comme en CM1. Donc, un emploi du temps exigeant parce que le programme de l'éducation nationale que l'on déploie sur les temps francophones, une partie pour les maths en anglais est lourd. Parce que voilà, il faut qu'ils arrivent armés. Et on y rajoute en plus des sciences exigeantes, on y rajoute du chinois et de l'espagnol fait par des professeurs de collège. Et, je crois qu'on rajoute autre chose, mais ça m'échappe si jamais ça. Et oui, et tout le programme Cambridge. Donc, forcément, c'est beaucoup plus exigeant que dans d'autres établissements. Mais c'est comme ça qu'après, on a de très bons résultats en troisième et que les élèves ont de bons lycées. Dans les professeurs, donc c'est ce que je vous disais, on les prépare à devenir des collégiens, déjà, sans qu'ils s'en aperçoivent, mais ils ont déjà plusieurs professeurs. Un prof francophone, un professeur anglophone, un professeur d'histoire et géographie en CM2, l'EPS, bon, ça, ils ont l'habitude, un professeur de chinois et d'espagnol à partir du CM1. Donc, plusieurs interlocuteurs, une adaptabilité que possède l'élève qui, en fait, se fait très facilement, mais qui, mine de rien, les habitue à la suite. Au collège, on change de rythme. On change de rythme parce que c'est différent, mais en même temps, il y a des similitudes. Vous le voyez dans l'organisation, on retrouve les devoirs faits à la fin de la journée, on retrouve la pause goûter entre les deux et un temps de l'apprentissage. Sauf qu'au collège, on va on va tenir compte du rythme des adolescents. Et ça, chez IFEA, c'est quelque chose qu'on fait depuis l'ouverture. Quand j'ai ouvert l'établissement en septembre 2020, on avait déjà fait les choses ainsi. Là, vous entendez le ministre de l'Éducation nationale qui parle beaucoup de changer les rythmes pour faire commencer les enfants plus tard, etc. Bon, on le fait parce que c'est important et ça fonctionne. Je ne cache pas qu'entre 8 et 9, l'ado, il n'est pas super concentré, il est encore en train de finir sa nuit et c'est normal. Donc, il commence à 9 heures et il y a des interclasses assez régulières. Vous voyez, là, j'en ai mis 2 un peu maladroitement. Je ne suis pas douée pour faire des PowerPoints, mais voilà, vous voyez des interclasses le matin. Et ensuite, il y a la pause méridienne. Vous voyez, il y a une espèce de rond, la pause méridienne, la pause goûter et ensuite les devoirs. Voilà, donc c'est vraiment tout un rythme qui est pensé. Madame Garès vous a spécifié sur ce slide qu'on a des matières dites fondamentales. Bon, le matin. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des maths et des français un peu l'après-midi. Il faut quand même bien boucler l'emploi du temps, mais globalement, c'est ce qu'on essaie de faire. Le PS l'après-midi, ça c'est une certitude. Quand il y a des ateliers, des temps de projet, des choses comme ça peut être aussi l'après-midi, préférentiellement. Ça correspond plus avec leur capacité d'attention. Les professeurs restent dans la classe. Ça, c'est une similitude, c'est un point commun avec ce qu'ils connaissent évidemment en élémentaire. Ce sont les professeurs qui se déplacent. Les élèves restent dans la classe. Ils ont leurs affaires dans leur casier. Ils ont également tout un environnement dans la classe qui permet de s'organiser, des panneaux en anglais, en français, au mur, etc. Tout cela vous sera expliqué dans les réunions de 6e, bien sûr, en septembre, mais voilà, je vous le dis pour que vous compreniez comment on a conçu les choses sur le plan spatial et temporel. Évidemment, les élèves peuvent changer de classe quand ils vont en EPS, quand ils vont dans le laboratoire de sciences et quand ils vont, par exemple, quand ils sont répartis pour les langues, ceux qui font chinois, ceux qui font espagnol. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que si tu restes enfermé dans la même classe toute la journée, à un moment donné, comment vous dire, c'est un petit peu, voilà, ça peut être ennuyeux et embêtant pour eux. Donc, il y a quand même évidemment des temps où ils n'y sont pas, mais enfin, globalement, ils sont dans la même classe. Les cours sont à effectif réduit, toujours, moins de 20 élèves, ce qui peut permettre évidemment de les aider, mais en tout cas de les solliciter. Ils ne peuvent pas se cacher derrière la forêt, c'est un peu comme en élémentaire. On est là pour eux, on leur demande d'être présents, c'est une pédagogie active, on les sollicite. Voilà, donc ça c'est toujours le cas. Et on les accueille de façon globale. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres collèges, par exemple, si je dis n'importe quoi, si le professeur de maths n'est pas là, votre enfant est susceptible de finir à 14 heures, par exemple, il va vous appeler pour savoir s'il peut sortir. Bon, ici, il ne vous appelle pas, parce que de toute façon, il va finir après les devoirs, quoi qu'il arrive, sauf s'il y a une petite dispense pour une raison ou une autre à voir avec la direction, mais c'est accueilli, tous les enfants sont accueillis de 9 heures à 17h30. Et si donc le professeur de maths, Mme Garès, M. Laurent, a la grippe et ça arrive, eh bien, soit il y a un professeur qui fait un autre cours, et le professeur de maths qui revient la semaine d'après, voilà, il rattrape. Soit les élèves nous disent, on a beaucoup de devoirs, est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu avancer? Ok, on leur fait avancer, etc. Donc, en fait, tout est fait pour tenir compte de leurs besoins éducatifs et on les a en classe de 9 heures à 16 heures, pause et ensuite les devoirs. Donc, ça aussi, c'est un plus qui permet de les accueillir de façon globale. Donc, ensuite, il y a la pause, le goûter, et puis après, voilà, il y a les devoirs faits. Donc, à la fois des choses qui vont leur rappeler l'élémentaire, mais en même temps, on passe vraiment dans le monde du collège. Et ça,
ce glissement tout doux, il est présenté en fin d'année, hein, avec Madame Garès notamment, qui s'occupe beaucoup des 6e, pour pouvoir leur expliquer comment ça marche, ils peuvent aller dans des cours. Enfin, il y a vraiment une transition, une liaison CM2 6e qui est travaillée. Alors maintenant, je passe à l'envol vers l'autonomie. Je passe vraiment plus à comment on fait finalement, qu'est-ce qu'on travaille avec eux pour cette deuxième partie. Comme vous le savez, au CM, le but, c'est de consolider les acquis, en développer de nouveaux, parce que bon, en CM, on apprend de nouvelles choses, et on développe cette autonomie vers le collège. On leur apprend à travailler, à commencer à faire des plans de travail pour ceux qui sont les plus avancés, parce qu'il y en a qui arrivent plus vite que d'autres. Donc ceux-là, on va évidemment leur donner d'autres techniques. Ce sont les premiers pas vers l'autonomie. Et ensuite, en CM2, on approfondit la maîtrise, on travaille l'organisation personnelle, notamment en devoir fait. Ça, Mme Garès pourra vous en parler tout à l'heure. Et on fait le trait d'union avec la 6e. Toujours avec nos valeurs, évidemment, de bienveillance et d'exigence. Ça ne changera jamais. Ça, je vous ai laissé les éléments travaillés. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est disponible sur École Directe. Madame Garès va vous en parler. Et c'est pour vous montrer ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera demain pour vous, parents, au collège chez IFEA. Peut-être, Laure, si tu veux en dire 2 mots. Oui, donc en élémentaire, en fait, on vous poste dans École Directe, contenu de séance du lundi de chaque rentrée, toutes les notions, la liste de toutes les notions qui vont être travaillées dans la période, dans toutes les matières pour chaque classe, pour vos enfants. Alors, après, la slide d'après, je ne sais plus, c'est le… Ce sont les devoirs faits. Hein, c'est pour expliquer. Après, on verra les classrooms, mais peut-être tu pourrais dire comment est-ce que les devoirs favorisent. Voilà, les devoirs… Je n'ai pas entendu, Naïma. Non, mais vas-y, je t'en prie. Avec 2 objectifs importants. Toujours l'apprendre à apprendre, qui est dans la continuité de ce qui est fait en CE1, CE2. Donc, les élèves apprennent ou se font des cartes mentales, vont se construire des questions-réponses pour se faire réciter les leçons et s'entraîner. Il y a toute une partie aussi de reprendre des exercices, de travailler les automatismes. Ça peut être genre, ils s'écrivent une phrase, ils doivent donner la nature et la fonction, des mots. Dans les calculs, ils peuvent s'entraîner même à se poser des problèmes de dénombrement en rapport avec ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est vraiment un enjeu important du CM, travailler dans les heures de devoir fait. Et ce qui est rajouté par rapport au CE, c'est l'apprentissage de l'organisation. Donc, ils ont, notamment côté francophone, un classeur avec un planning, avec une organisation en fait de leçons à apprendre tel soir ou pour tel jour. Donc ça va les préparer à la montée en puissance en 6e, où tous les devoirs seront donnés via École Directe, dans un format en fait cahier de texte plus classique, avec des devoirs à faire pour le lundi, pour le mardi, pour le jeudi, etc. Ils seront accompagnés donc en 6e pour cette organisation-là. Absolument, et il y a la même chose en parallèle pour la préparation aux examens, que Madame Duralaire pourra vous donner tout à l'heure, par exemple pour l'anglais, qui figurera aussi dans tout ce qui est école directe. Alors, quand on passe au collège, ça marche de façon… Il y a beaucoup de choses que vos enfants vont retrouver, ne vont pas être dépaysés, si vous voulez. Là, vous voyez, j'ai construit le slide avec nos 2 valeurs parce que c'est finalement ça qui irrigue notre pédagogie au quotidien. Hein. Même si vous êtes à l'extérieur, on pense toujours comment on peut déployer notre pédagogie pour arriver à nos objectifs en gardant la bienveillance, tout en gardant des attentes d'exigence, parce que vous mettez vos enfants dans notre école pour aussi qu'ils soient en capacité de réussir, de s'insérer, etc. Donc, on garde cette pédagogie qui rend les élèves vraiment acteurs au centre de ce qu'ils font. Ils sont stimulés, ils sont appelés à raisonner, à réfléchir, à pratiquer, à manipuler. Donc, ça, c'est important. La différenciation avec des plans de travail, Madame Garès va commencer à vous en parler. Toujours la manipulation, la confiance en soi qui est travaillée, bien évidemment, et tout le socle de connaissances et compétences dont ils vont avoir besoin pour 2 choses. 1, passer le brevet en fin de 3e, et 2, réussir à passer dans l'orientation qu'ils choisissent. Alors, la plupart des élèves qui sont dans cette classe, les parents nous ont dit que voilà, le plus tard, on sait loin, mais enfin, on aimerait qu'ils aillent en seconde générale. Et donc, la seconde générale, il faut avoir un socle solide. Et ce socle solide, il doit être évidemment en anglais. Hein, on va passer non plus de 50% de 50-50 à 30%, 70%. Ce socle solide va passer en fait en français en grande partie, même si on conserve le socle anglais. Ils vont faire
Dans le programme Cambridge, ils vont faire évidemment du Global Perspective et du Language pour pouvoir passer à la GCSE en 3e. Hein, c'est l'équivalent du brevet britannique dans les matières concernées. Madame Duraler pourra vous en parler. Donc, c'est du solide. Mais pour aller dans les très, très bons lycées, il faut maîtriser le français. Il faut maîtriser le français aussi dans toutes les disciplines, être capable de pratiquer un langage mathématique, de se justifier, être capable de rédiger une dissertation longue, argumentée, avec des exemples. Et ça, ben, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce choix de repasser dans certaines matières qui étaient vues qu'en anglais, en français, afin qu'ils soient armés pour le lycée, tout en préservant évidemment leur capacité à progresser encore et à travailler l'anglais à travers le programme Cambridge. Les sciences, ça ne change pas. Hein. Je crois que avec l'anglais, c'est l'un de nos piliers. Et un protocole, un petit peu, c'est un partenariat et c'est du win-win avec les élèves. On fait tout pour que tu sois bien, on te crée vraiment le meilleur cadre possible. Et toi, en échange, tu donnes tout ce que tu peux, tu travailles avec honnêteté, transparence et nous, on t'accompagne. Et donc, là, il n'y a écrit aucun gros travail exigé du jour au lendemain, comme vous pouvez le lire dans le protocole strict, c'est-à-dire en devoir fait. On leur donne de façon claire ce qu'ils doivent faire. Et nous, en échange, voilà, on essaie de les amener à faire leur travail dans les temps, mais avec quelque chose de raisonné et de donné par l'ensemble de l'équipe pédagogique qui se consulte afin que ce ne soit pas trop non plus trop, et notamment en 6e. Il y a un environnement numérique pour les amener vers la réussite et l'autonomie. Et je passe la parole à Mme Garès de nouveau pour cela. Ça marche. Alors, vous retrouverez toujours École Directe, mais École Directe au collège va être beaucoup plus mobilisée pour faire le lien donc élèves, familles et professeurs. Donc, vous aurez des espaces, on ne vous postera plus en chaque début de période la liste des notions étudiées dans la période. Par contre, dans le cahier de texte, c'est le contenu de séance qui est rempli à chaque cours par chaque professeur, pour donner une vue un peu de ce qui est fait à chaque cours, chaque heure, et pour qu'un élève qui est absent puisse raccrocher les wagons facilement. Vous aurez aussi, comme en élémentaire, là, le suivi des résultats. C'est pas un rythme d'évaluation comme en élémentaire un peu périodique. C'est vraiment, ça dépend des matières, mais voilà, moi j'ai un rythme en maths de à peu près toutes les 3 semaines. On fait une grosse évaluation de mathématiques et donc on rentre toutes les évaluations au fur et à mesure. On garde en 6e l'évaluation par compétences, qui est première. Donc, vous aurez un livret des acquis, le même, j'ai envie de vous dire, qu'en élémentaire. Il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Par contre, on introduit une double notation. C'est-à-dire qu'en 6e, on va introduire la notation chiffrée. Alors, les notes, on les met non significatives, on n'en fait pas de moyenne et il n'y a pas un bulletin avec des moyennes. Mais c'est un éclairage complémentaire. Et à partir de la 5e, on bascule. On inverse, en fait. Ce sont les notes et les moyennes qui deviennent premières et on a des bulletins avec des moyennes classiques et on continue l'évaluation par compétences parce qu'on croit beaucoup à cet éclairage un peu complémentaire. Voilà, une note, c'est un peu comme un thermomètre, ça va mesurer une performance, c'est un peu une photo à un instant T d'une performance. L'évaluation par compétences donne un éclairage un peu plus fin sur ce qui va pas, voilà. Donc, suivi des acquis donc sur l'espace des notes. Le cahier de texte, donc vous avez le contenu de séance, j'en ai déjà parlé, et tous les devoirs sont donnés par les professeurs par ce biais-là aussi, par l'onglet travail à faire. Et l'emploi du temps, voilà, on retrouve aussi l'emploi du temps. Pareil, vous aurez une vue en fait sur l'emploi du temps des 6e matière par matière. Ce n'est pas des gros spots francophones, anglophones. Deuxième, donc, École Directe que vous connaissez déjà. Deuxième interface qu'on va avoir, c'est les Google Classroom. En fait, chaque matière et chaque classe a une classroom dans lesquelles les professeurs mettent les documents qui ont trait à leur chapitre. Donc, moi, en mathématiques, je vous mets plein de choses. Chaque séquence, vous avez le plan de travail, le cours, les feuilles d'exercice, les corrigés éventuels. C'est là où je vais mettre mes évaluations, les corrigés des évaluations. C'est là où je vais mettre des liens vers les reportages. En 6e, on fait pas mal d'histoire des mathématiques et de culture mathématique, donc je vais mettre les liens là. Chaque matière a un peu sa façon de remplir sa classroom. Là, vous avez un exemple en mathématiques, je viens de vous en parler. Vous avez un exemple avec l'histoire-géographie. Et chaque élève, oui, au collège, en fait, merci Madame Perler, ouais, chaque élève est équipé d'un ordinateur. Donc, en devoir fait, le professeur, surtout en 6e,
va projeter école directe, va construire le plan de travail de devoir fait avec les élèves et petit à petit, on va les lâcher. Et c'est eux qui, tout seuls, se mettront sur école directe et diront, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire pour demain? Qu'est-ce que je peux anticiper? Comment je m'organise? Toujours avec l'aide du professeur et de plus en plus autonome. C'est plus le professeur qui le fera avec eux en collectif. Oui, et sachant que tout cela, vous y avez accès à la maison, donc il n'est pas obligé d'ouvrir son ordinateur quand il est à la maison, en fait, puisque c'est sur école, enfin, vous avez accès à Classroom. Moi, j'ai celui-là sur mon téléphone et je clique sur les Classroom et je vois en fait les cours. Là, par exemple, tout bêtement, vous allez sur les maths, séquence 3, vous cliquez et à l'intérieur, il y a le cours, les exercices qui ont été faits, le contrôle, le corrigé. Et donc, tout cela est assez bien classé, mais il faut aller sur l'adresse mail voilà, de votre enfant. Ah, et là, vous m'entendez? Alors, en fait, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de parents qui se connectaient avec des codes Classroom, donc ça se fait très bien. Et est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon pour vous? Bon, super, j'ai enlevé le casque, comme ça au moins, il n'y aura pas de problème. Donc, je disais simplement que lorsque vous cliquez sur la séquence des nombres décimaux, séquence 3, peut-être m'avez-vous entendu, mais en tout cas, voilà, vous avez les cours de la séquence 3, les exercices, le contrôle, le corrigé, et donc tout cela est assez pratique. Ça vous permet aussi, vous, d'avoir une vue sur ce qu'il fait, et puis, si vous le souhaitez, de travailler aussi avec votre enfant, de le faire réviser, etc., etc. Voilà. Donc, c'est une autre étape, cette 6e, et puis après, il y a la 5e, le début du cycle 4, et la 4e et la 3e. Alors là, la 4e et la 3e, c'est un autre step, si vous voulez, dans la scolarité, quel que soit l'établissement où votre enfant est. On a parlé de celui du CM1 tout à l'heure, la 4e en est un autre. Là aussi, on va de nouveau muscler les méthodologies, les apprentissages, donc et avec ce double objectif dont je vous ai parlé, à la fois de préparer le brevet de fin de 3e et à la fois, bien sûr, de pouvoir avoir une belle seconde, en tout cas une seconde là où on a envie d'aller, parce que ça correspond à chaque enfant. Madame Duralaire vous le dira tout à l'heure. Les programmes de l'éducation nationale sont déployés et toujours avec un enrichissement sur le bilinguisme, sur l'ouverture sur le monde, l'ouverture linguistique aussi avec des projets sur les élèves en chinois, espagnol, etc. Et la rigueur qui est travaillée à travers les cours de mathématiques et bien sûr les cours de sciences. Alors pas que, je suis prof d'histoire, je travaille aussi la rigueur, prof d'histoire, pas à IFEA, mais avant. Mais voilà, je axe sur nos deux axes, anglais et scientifique. On vise évidemment les mentions, on vise évidemment l'excellence académique, et chaque année, on est en grande situation de réussite pour tous nos élèves qui arrivent en 3e. Et depuis les 5 ans, je vous donnerai les résultats tout à l'heure. Comment se passe la préparation aux examens? Je repasse la parole peut-être à Madame Garès. Allez, on y va. Donc, on commence à préparer l'examen dès la fin de 4e. Là, nos 4e, en ce moment, ils sont en plein brevet blanc. C'est leur premier. Donc, l'enjeu, c'est absolument pas de leur faire travailler tout ce qui a été fait dans l'année de 4e. C'est vraiment de les familiariser avec le format des épreuves de brevet, de les habituer à être 2 jours et demi en situation d'examen avec des épreuves de 2 à 3 heures. Voilà. Et en 3e, 3 brevets blancs, 1 par trimestre. Et pour le coup, à chaque fois, il faut tout revoir depuis le début de l'année. L'objectif étant que quand ils arrivent au mois de juin pour les vraies épreuves, voilà, ce soit quelque chose de complètement familier pour eux et qu'ils aient travaillé en fait régulièrement toute l'année. Oui, parce que le brevet blanc, enfin le brevet est passé sans contrôle continu pour notre collège, car nous sommes un collège hors contrat. Moi, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. On va en parler maintenant, finalement, puisque du coup, j'ai passé la slide d'après pour faire le lien, ce que disait Céline. Donc, peut-être, Laure, tu peux présenter le diplôme du brevet? Donc, le brevet, pour ceux qui commencent déjà à se projeter vers la 3e, il y a 5 épreuves écrites, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, histoire, géographie, éducation morale et civique, une épreuve de sciences, qui est très particulière, l'épreuve de sciences, et il faut vraiment les entraîner à ça, parce que c'est deux temps de 30 minutes. 30 minutes, ils ont 3 matières. Ils savent 1 à 2 mois avant quelles sont les 2 matières qui sortent sur les 3. Donc, c'est 2 matières parmi SVT, sciences physiques et chimie et technologie. Et ensuite, 1h30 d'anglais. Voilà, l'anglais, c'est une épreuve qu'on a parce que comme on n'a pas de contrôle continu, on a une épreuve écrite d'anglais et on ne passe pas, ils n'ont pas de note d'oral comme dans des établissements publics ou sous contrat. Nous, on a une épreuve écrite d'anglais. Voilà, sachant que, ça n'a jamais posé de problème, évidemment. Ça coupe. Parce que Mme Vurlaire disait qu'on était hors. Ça coupe encore? Et là, ça marche ou pas? On m'entend? Oui, mais il
Et Oui. oui, en fait, C'est curieux, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Non, je disais que l'anglais remplace l'épreuve d'oral. Donc, effectivement, c'est une épreuve d'anglais extrêmement simple parce qu'elle est en français. Donc, nos élèves sont en grande situation de réussite sur cette épreuve. J'ai envie de dire, tant mieux si c'est une épreuve d'anglais et pas un oral, même s'ils sont bons à l'oral. Et donc, ils réussissent très, très facilement cet examen. C'est la même chose que pour tous ceux qui ont passé le brevet en France avant les années où il y avait un contrôle continu. Ça a été mon cas. Donc, ça ne pose aucune difficulté puisque le brevet évalue un socle de connaissances minimales. Donc, ça se passe très bien si on l'a bien préparé. Pour preuve, donc ici, ce sont les résultats de l'année dernière. L'année d'avant, ils sont sensiblement similaires. Donc, on a eu 16,4 de moyenne générale aux épreuves finales. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle continu avec les notes qui sont comptées tout au long de l'année. Et nos élèves s'en sortent avec un 16,4, ce qui est énorme. À Clichy, la moyenne était à 9, quelque chose, sachant qu'ils avaient le contrôle continu dans ce 9. Donc, on est placé au deuxième rang national. Il y avait Stanislas avant nous. Et nous, vraiment, c'est que les épreuves finales et on fait passer tous nos élèves. Donc, il y a des élèves qui réussissent, il y a des élèves qui réussissent très, très, très bien. Et on a eu une félicitation du jury. Enfin, donc, on a une excellence des résultats qui finalement vient confirmer tous les choix qui ont été faits avant. Quand je vous dis notre CM, il est exigeant, toujours bienveillant, parce que ça ne changera jamais, mais il est aussi exigeant, c'est parce qu'après, voilà ce que ça donne en troisième. Donc, bon, alors les parents le savent, nous font confiance, mais c'est bien aussi d'en être conscient. Quand on veut aussi des résultats académiques qui sont très bons, voilà, ça passe aussi par un changement de virage, mais toujours évidemment en douceur. Je vais avancer un petit peu pour vous dire que les devoirs ont un grand rôle, même si je pense que tu en as peut-être un peu parlé. Je ne sais pas si tu voulais dire d'autres choses. Non, les devoirs, c'est sûr, c'est des devoirs qui deviennent plus classiques en fait, comme dans tout établissement du secondaire. Il peut y avoir un exercice à travailler pour acquérir des automatismes, une leçon à apprendre, une activité à finir, voilà, un dossier à rendre, plein de petites choses. Les devoirs faits sont obligatoires au collège comme en élémentaire, alors sauf le vendredi soir pour les collégiens, mais ils sont obligatoires parce qu'on s'est rendu compte en fait que l'obligation créait un peu la liberté. Ils n'avaient pas à se faire des nœuds au cerveau, nos petits collégiens, pour savoir s'ils avaient envie ou pas envie. Les parents n'avaient pas à rentrer en lutte non plus et dans des négociations sans fin. Donc, c'est une obligation. Ils sont tous ensemble, ils bossent tous ensemble. Il y a une émulation, il y a un effet de groupe qui est plutôt chouette. Toujours un encadrement par un professeur de la classe. Qui est là pour vérifier, pour garantir le cadre de travail et pour répondre aux questions éventuelles qu'il peut y avoir, pour jeter un coup d'œil sur un qui semble un peu rêver et qu'il faut remettre un peu dans le jeu, etc. Il y a toujours le apprendre à apprendre. Je crois qu'on n'a jamais fini ça de toute manière. Et puis les quantités à apprendre sont de plus en plus importantes et aussi de plus en plus approfondies. J'ai envie de dire, une définition en mathématiques. Voilà, à partir de la 6e, on se met vraiment à définir des objets. Et donc, il faut, voilà, le par cœur protège un peu, protège. Et le but, c'est que vraiment, ils gagnent en autonomie, en indépendance, en capacité à travailler seuls. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devrez pas avoir un œil. Ça va vraiment être un partenariat. Pour leur faire réciter des leçons, vérifier que c'est bon, les faire parler sur ce qu'ils ont à faire, parce que voilà, ça reste objectifs en fait qui se sentent responsables de leur boulot. Ils savent pourquoi ils travaillent pas pour nous faire plaisir ni à vous ni à nous, mais leur inculquer qu'ils travaillent pour eux. Et les échos qu'on a là des lycéens, en fait, moi j'ai vraiment reçu ça en cadeau de la part de certains lycéens qui nous ont dit, mais en fait, ils sont déjà lycéens avant l'heure. J'ai envie de vous dire, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont habitués à travailler, à faire des exercices tout seuls à leur rythme. Donc, en tout cas, c'est vraiment notre objectif là d'ici la 3e. Alors, finalement, tout ça, tu me donnes une belle transition, tout ça, c'est pour préparer leur avenir, c'est pour qu'ils puissent se choisir leur orientation, c'est pour qu'ils puissent travailler la suite dans les meilleures conditions et avec le meilleur bagage possible, quel que soit le niveau de départ pour lequel vous nous avez confié votre enfant à la base. Donc là, on parle du CM, mais enfin, il y a des enfants qui sont en CM et qui sont avec nous depuis le CP. Donc voilà, c'était bien, je pense, avec Mme Vurella et Mme Guérès, qu'on vous donne cette perspective-là. Ça permet aussi de donner du sens au parcours de l'enfant, lui dire,
mon chéri, ma chérie, voilà, travaille, parce qu'après, il va y avoir de belles choses, tu seras bien armé pour cela. Donc, dans ce cap à venir, on va, comme disait Madame Garès, dans un premier temps, s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire finalement après la 3e IFEA? Où sont nos élèves? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà, peut-être avez-vous déjà des enfants, d'ailleurs, qui sont peut-être au collège, s'il y a des parents qui nous ont rejoints, ou déjà après le lycée, et vous allez savoir ce que je vais dire, mais enfin, je vais quand même l'expliquer. Donc, il y a le lycée qui est public, il y a les lycées qui sont privés. Alors, dans le public, ça, quand on n'habite pas Paris, donc ailleurs, 92, 93 par exemple, c'est l'établissement de secteur. Vous êtes domicilié, vous allez au lycée qui est affecté à votre domicile. Sauf, évidemment, si vous avez une section à recrutement particulier qui vous intéresse, classe CHAM, classe internationale, sport-études, bon, voilà, c'est différent. Vous pouvez prétendre à un autre lycée public un peu plus loin de chez vous, mais c'est vraiment très spécifique et c'est sur dossier, comme partout. Vous avez aussi, à côté des lycées publics, des lycées privés. Alors, je suis passée un peu vite, mais à Paris, c'est un process particulier qui fait que vous devez passer par une plateforme qui s'appelle Affelnet et qui vous affecte même voilà, en fonction de vœux que vous faites. Vous n'allez pas forcément à côté de chez vous immédiatement quand vous êtes à Paris. Tout cela, on va vous dire comment, vous explique tout ça tout à l'heure. Et donc, à côté des lycées publics, vous avez les lycées privés, soit hors contrat, continuez sur un lycée type ce que vous avez connu en collège IFEA, avec un baccalauréat qui se passe en fin de première et en fin de terminale, comme un petit peu on avait fait nous à notre époque, et vous avez les lycées privés sous contrat qui, je ne vous le cache pas, accueillent une grande majorité de nos élèves. Nos élèves vont un peu dans les 3 types de lycées, mais il y a une grande majorité dans le privé sous contrat qui sélectionne tous les élèves, les nôtres et ceux d'ailleurs, sur dossier, avec entretien. Ce qui les intéresse, c'est des élèves qui soient bons et qui soient avec un beau comportement. Ben, ça tombe bien, on en a. Et du coup, voilà, ça permet à nos élèves d'accéder à un large panel de lycées avec lesquels on travaille. Et puis, si d'aventure, il y a un lycée voilà, qu'on ne connaît pas, ça peut arriver. Eh bien, Mme Vuralaire et Garès et moi-même, on travaille avec les chefs d'établissement. Puis moi, je suis chef d'établissement dans l'établissement sous contrat Sugère à Vaucresson. Donc, je connais pas mal les autres chefs d'établissement. Après, c'est un réseau qui permet aussi de faire connaître IFEA et de pouvoir ensuite présenter l'élève qui maximise les chances d'être pris. Si l'élève a un dossier cohérent, bien évidemment. Ça, on ne ment jamais à nos élèves. On leur dit, ben là, tu peux prétendre à ce que tu veux finalement, ou là, ben là, ce lycée-là, ça va être compliqué parce que on te sent un peu avoir besoin encore de bienveillance, etc. Là, on a peur que tu sois noyé dans une masse, il y a 1500 élèves, il y a 36 élèves par classe. Est-ce que ça va te correspondre? Vous voyez, on met en garde. Bon, après, c'est le choix des élèves et des familles. En tout cas, notre conseil est toujours, déjà, il commence tôt et toujours présent en continu pour aider. Donc, voilà, donc il y a ces trois types de lycées-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec vous? Comment on travaille? Je passe la parole à Mme Vuralaire. Il n'y avait pas de micro. Mince, tout à l'heure, personne ne m'entend en réalité. Donc, effectivement, nous, on a la chance de pouvoir suivre les familles de façon très, très proche. On fait un suivi très personnalisé. Donc, en fait, ça se passe dès la 4e. En fait, on essaie de on prend rendez-vous avec vous, où on vous indique déjà quel type de lycée pourrait correspondre à votre enfant. On parle bien sûr aux élèves de leur choix. Déjà, certains ont déjà des idées en 4e de là où ils voudraient aller. Donc, on prend déjà un rendez-vous avec vous pour établir un peu la carte des lycées possibles. Et puis, à la rentrée de 3e, dès la 2e semaine, on a un autre rendez-vous avec vous, où là, vraiment, on va vous aider à constituer votre dossier. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces à joindre, mais ce qui est important, c'est de le faire à temps. Donc, le plus tôt, le mieux. Les pièces à joindre sont en fait donc les bulletins de 4e et souvent une lettre de recommandation. Ou une lettre de motivation, Ou lettre de motivation la famille, soit c'est de la famille ou de l'élève ou des deux. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que vous avez constitué votre dossier, il est à peu près le même pour tous les lycées qui sont privés sous contrat. Vous les envoyez donc au lycée choisi. Donc, bien sûr, on vous aide à aller choisir ces lycées. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous êtes un peu perdu dans le paysage de lycée, on est là pour vous guider.
Donc ça, c'est vraiment pour les lycées sous contrat, privés sous contrat. Pour les lycées publics, ça se passe dans un deuxième temps, plutôt vers le mois de février-mars. Les inscriptions s'ouvrent beaucoup plus tard. En tout cas, pour les lycées privés sous contrat, ça se passe vraiment dès le mois de septembre. On prépare aussi les élèves à des entretiens parce qu'une fois qu'ils sont pris, que le dossier a été retenu par le lycée, ils sont invités à venir passer un entretien dans le lycée qui les a retenus. Et on les prépare à cet entretien oral, on essaye de leur donner des éléments de langage, de se présenter sous leur meilleur jour pour qu'ils puissent être retenus dans le lycée de leur choix. Donc, on est vraiment là pour vous aider à suivre les étapes qui sont requises. Pour les lycées publics qui sont à spécialité, notamment les spécialités internationales, merci Naïma, c'est ce qui est le plus demandé dans notre collège. Bien, ça se passe d'une façon, il y a une plateforme qui recueille des dossiers aussi, il y a un dossier à remplir en ligne, mais c'est à partir du mois de février. Donc, ça se passe vraiment dans un deuxième temps, à un autre moment, et nous, on vous envoie toutes les informations, les mails nécessaires au moment important. Si je peux me permettre, avant que tu parles du numéro 4, Oui. je voudrais quand même dire que, et peut-être avez-vous des enfants, des cousins, etc. ailleurs, ça, c'est la même chose, même quand on est dans le public et qu'on veut candidater aussi pour ces lycées, parce que tout le monde est invité, y compris si tu ne viens pas d'IFEA, il n'y a pas forcément d'accompagnement dans ces collèges-là. Donc, il y a vraiment quelque chose, un accompagnement qui est fait par la Muralaire qui est vraiment dédié et qui permet de réduire le stress, parce que l'orientation, c'est stressant pour les familles en troisième, comme en seconde, et ensuite en terminale. Et plus on a accès à l'information tôt, plus on est rassuré, plus on peut aussi accompagner son enfant, qu'on veut préserver de tout ça. Donc, au début, on discute avec vous et qu'ensuite, on doit impliquer parce que c'est son orientation à lui ou à elle. C'est eux qui vont ensuite choisir, mais au moins, ils seront délestés de ce stress, etc. Vous voyez? Donc, c'est un vrai accompagnement. Et de savoir que chez nous, tout le monde a le lycée qu'il veut ou tout du moins le lycée où il peut aller parce que, après, il y a une réalité. Je veux dire, si l'enfant, soit il n'a pas bien travaillé ou soit il a des difficultés, mais qui demande quelque chose dont on sait, même vous, que ça va être quand même compliqué à avoir et qu'il voudrait peut-être mieux se diriger vers autre chose. Bon, si l'enfant veut tenter, il tente, mais forcément, ça sera plus compliqué. Mais ça, on sera honnête aussi avec l'enfant. Il sera peut-être plus heureux dans cet endroit. C'est ça, l'accompagnement. Oui, bien sûr, on implique l'élève dans ce choix aussi. Bien sûr, bien sûr, les parents ont souvent le dernier mot, mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant est impliqué dans ce choix. On lui propose aussi un rendez-vous individuel pour savoir où il en est, comment il se projette. C'est très important aussi que tout le monde soit partie prenante de ce choix. Oui, effectivement, on connaît bien les rouages de tous ces examens, que ce soit l'entretien pour les lycées privés sous contrat ou les examens internationaux. Donc, on connaît les tailles, on sait comment ça se passe. Donc, c'est vrai qu'on a quand même la chance de pouvoir donner beaucoup de tuyaux à nos élèves. Voilà. Et puis pour le reste, effectivement, on a des forums de métiers pour les enfants, donc ça se passe dès la 4e, pour essayer de leur donner un goût de ce que pourrait être un travail, une vie professionnelle dans laquelle ils pourraient se projeter. On crée ça, on a eu combien de séances déjà depuis? On a eu 4. On a déjà eu. On a créé, je crois, de forum de métier. Donc, grâce aussi à vous, aux parents qui participent et qui sont tout à fait partants pour faire la présentation de leur métier et donner un peu le goût de ce qu'est leur vie, ce qu'est la vie de ce métier. Et puis, on fait aussi, alors Madame Page a créé, depuis un certain temps, créé le groupe des alumni. Peut-être que je ne sais pas si vous m'entendez, parce que comme ça va, si je parle là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? 1, 2. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. Ah, très bien. Pardonnez-moi. Je ne savais pas si c'était moi ou si c'était Madame Muralaire qui buguait. Pardon. D'accord. Donc, au niveau des alumni, en effet, ça c'est pour moi très important. Donc, on a un groupe, on va créer une soirée, on va faire une soirée prochainement pour tous les parents de 3e, peut-être de 4e, pour que les élèves viennent à la rencontre des autres élèves pour les inspirer.
Donc, on a des élèves, et je dirais de quel lycée, et ça permet en fait juste de se rassurer, de dire en fait c'est possible, en fait ce lycée il est chouette, ou peut-être moi je n'y vois pas. Et voilà, donc ça c'est extrêmement important et on veut faire participer les parents aussi à tout ça. Voilà, je vais passer peut-être à la slide d'après, si Madame Duraler est toujours là. Oui, ça y est, On on a été déconnecté, c'est ça? Oui. Et donc, oui, pour choisir son lycée. Attendez. Choisir son lycée, il y a plein de différents ingrédients. Évidemment, il y a les options qui sont proposées par le lycée. Donc, tous les lycées ne proposent pas les mêmes options. Donc, faut vraiment se pencher sur la question, savoir dans quelle branche plutôt l'élève souhaite se diriger. Il y a bien sûr le taux de réussite. C'est très important de voir quel est le taux de réussite au bac du lycée. Donc, comme on disait tout à l'heure, les sections particulières internationales, européennes, si l'élève souhaite aussi continuer le parcours Cambridge, c'est tout à fait possible. Il y a des lycées qui continuent le parcours Cambridge jusqu'au bac. Il y a même les dual diplomas, qui est un diplôme c'est comme une option et qui est très intéressante pour après la suite, pour tout ce qui est Parcoursup, qui donne beaucoup de points, j'ai envie de vous dire, pour les choix plus tard d'études supérieures, où le dual diploma, c'est un diplôme américain. C'est un peu c'est le baccalauréat américain et le baccalauréat français en même temps. Parce que quand vous passez le baccalauréat en français, forcément, ça vous donne vous faites des maths, etc. Donc, ça vous donne des crédits d'équivalence et vous passez d'autres crédits pour avoir votre diplôme américain. Exactement. Et puis après, dans le choix de votre lycée, il y a aussi l'environnement. L'environnement, est-ce que l'élève sera à l'aise dans un grand lycée? Parce que parfois, c'est vraiment un souhait d'aller dans un grand lycée avec beaucoup de monde, ou bien à l'inverse, un environnement plus cocoon, j'ai envie de vous dire, ou à taille humaine. Donc ça, c'est aussi un critère important. Et puis, effectivement, la localisation, c'est-à-dire est-ce qu'on met du temps pour y aller ou pas, ça peut jouer sur l'équilibre aussi de l'apprentissage, public ou privé aussi. Et donc, des parents ont déjà choisi. Il y a des élèves qui sont déjà partis depuis 2021, du premier brevet passé. Donc, je vous ai mis quelques. Alors ça, voilà, je vous enverrai le slide. Donc, les slides, donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder ça tranquillement à tête reposée. Alors, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée de la variété des lycées qui accueillent ou qui ont accueilli nos élèves. Nos premiers élèves ont passé déjà le bac, les deux, trois premières cohortes. Donc, on pourra vous donner des nouvelles aussi. Mais voilà, il y a des publics sections internationales, il y a les privés en section internationale ou européenne que vous avez ici. Il y a des sous-contrats également, du hors-contrat. Il y a de tout. Il y a du très élitiste. Ou alors là, bon, on ne peut pas dire que la bienveillance soit, voilà, mais enfin, en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut intéresser aussi. Il y a d'autres établissements plus à taille humaine. Il y a de tout. Alors, vraiment, ça correspond, c'est vraiment une chaussure qui ne va pas à tout le monde, et le lycée doit aller à l'élève, voilà, qui le choisit. Et en tout cas, nous, on les prépare pour ça. Et nos alumni, après le bac, poursuivent leurs études, soit en France, soit à l'étranger. Voilà, et c'est notamment eux qui sont moteurs, hein, qui ont fondé avec moi cet assaut des alumni, et aussi avec une ancienne maman qui s'occupe justement de tout ce qui est mise en relation pour les stages, etc. etc. C'est les balbutiements de ce pôle-là, mais quand même, je le signale. Voilà, donc il y a de tout, il y a des doubles licences, il y a du droit à la Sorbonne, il y a de la médecine à l'étranger, la superbe Trinity University, il y a de la Suisse, il y a de tout. Donc, oui, et puis il y en a qui sont en France et qui font une école post-bac de commerce. Enfin, voilà, donc il y a vraiment de tout, et on est très fiers d'eux, et surtout, ils sont disponibles aussi pour relayer la bonne parole, pour dire à quel point voilà, ils ont c'était important le collège et pourquoi il faut travailler. Enfin, ça motive aussi son homme ou sa femme quand on est un élève. Voilà, donc, tout cela pour vous dire finalement que depuis le CM1 jusqu'à la 3e, il y a un vrai accompagnement. Toujours dans la bienveillance, évidemment, mais aussi dans ce désir de donner de l'autonomie, de donner de la rigueur et d'en faire des futurs lycéens qui soient épanouis, ouverts sur le monde, qui gardent leur curiosité, parce que ça, c'est une grande qualité de nos élèves, qui, lorsqu'ils sortent de là, sont vraiment très bons, peuvent s'exprimer dans plusieurs langues, et on en est vraiment très fiers. Voilà. Si je peux me permettre, Naïma, le niveau d'anglais est quand même très élevé. Enfin, on a un très très bon niveau d'anglais à la fin de la 3e. Aujourd'hui, on a fait passer des tests Cambridge niveau B2.
Et il y a eu des niveaux C1 quand même. Ça, c'est quand même alors, je ne sais pas si vous connaissez la nomenclature, mais en fait, il y a 6 niveaux. Le A1, c'est le débutant, A2, puis B1, B2. C1, et C2. C2, c'est un enfant, une personne qui est complètement bilingue. Donc, le fait qu'on arrive à un fin de troisième, à un niveau B2, C1, c'est assez extraordinaire, j'ai envie de dire. C'est important. Tu as raison, parce que peut-être moi qui suis chef d'établissement dans l'établissement sous contrat, moi, le rectorat me dit, ben voilà, le niveau dans le programme, c'est atteindre un niveau A2 en fin de troisième et un niveau B2 en fin de terminale. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu ce qui se fait dans l'éducation nationale en moyenne et ce qu'on fait chez nous. Et en plus, on a l'ambition de mettre en place le passage, comme disait Madame Page, le IGCSE, c'est l'équivalent du brevet en anglais. Et ça ouvre d'autres portes, des portes aussi pour des élèves qui souhaiteraient aller dans les écoles internationales en dehors vraiment dans plusieurs encore, ça ouvre encore des portes à d'autres écoles internationales, notamment britanniques, puisqu'il s'agit du système britannique, Cambridge, et qui leur permettent ensuite de continuer à passer d'autres diplômes britanniques comme le Level A, pour ceux qui le connaissent, qui est un peu l'équivalent du bac français. Donc, on est à la fois sur l'exigence du parcours francophone, mais en plus, on a vraiment une vraie carte anglophone qui s'affine et de plus en plus, qui était déjà très forte et qui va continuer à se renforcer. Et après, c'est vrai que tous les élèves ne vont pas avancer de la même manière. On n'a pas la même maturité scolaire tous au même moment. Et c'est vrai que de les avoir, moi je vois bien les élèves, tu vois, alors je pense à certains sixièmes qu'on a pu le CP, qu'on voit évoluer. Et donc il n'y a jamais rien de prédestiné. Un enfant peut complètement déployer ses ailes dans le bon environnement et peut-être parfois un an après d'autres. Mais on est là et on va le soutenir. Et lorsque ça fonctionne, c'est un peu magique et on est très content. Et parfois ça soutient. Quand parfois, en fin de journée, on se dit, aujourd'hui, oh là là, c'était bavard. Hein, voilà alors. Donc, je vais arrêter le partage, sauf si j'ai oublié quelque chose, parce que ça va me permettre aussi d'arrêter l'enregistrement pour passer à la phase de questions, si vous le souhaitez. Je voudrais simplement rappeler sur les parents qui écouteront après cette visio qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions, puisqu'ils ne sont pas avec nous là ce soir, à Madame Verhaler et à Madame Garès. Aussi, d'ailleurs, de toute façon, on sera disponible pour répondre à leurs questions et que le PowerPoint, de toute façon, sera envoyé à tout le monde. Voilà, donc bonne soirée à eux et je vais couper. Hop, avant de prendre vos questions. Voilà, je vous laisse commencer à poser vos questions pendant que je procède. Je vous laisse, mesdames, je vous laisse prendre des questions. C'est la maman Charlotte. Moi, j'ai pas de questions.